L'enthalpie molaire standard de la liaison AB, ou bien énergie de liaison, est l'enthalpie de la réaction de formation d'une mole de liaison à partir des éléments simples A et B sous forme d'atomes gazeux pris à l'état standard et en quantité stoichiométrique. Le composé formé est à l'état gazeux. Cette enthalpie est notée delta LH AB0, donc enthalpie de liaison ou énergie de liaison. Attention, tous les réactifs et produits sont à l'état gazeux, quel que soit l'état standard du composé. Il ne faut pas confondre enthalpie de liaison et enthalpie de formation qui correspondent à deux réactions différentes. Nous allons illustrer par le schéma suivant la différence entre ces deux enthalpies. Dans la première réaction, nous allons former une molécule de CO2 à partir des éléments constitutifs, c'est-à-dire qui constituent la molécule, qui sont le carbone et l'oxygène. Ces éléments doivent être à l'état standard, c'est-à-dire sous la pression de 1 bar, et doivent correspondre au corps pur le plus stable. Le corps pur le plus stable pour l'oxygène, c'est la molécule O2, et pour le carbone, c'est le carbone graphite. En effet, le carbone présente deux variétés allotropiques, le carbone graphite et le carbone diamant. À la température de la réaction 298, c'est le carbone graphite qui est plus stable. Donc l'état standard pour le carbone, c'est le carbone graphite. Ces éléments doivent être aussi dans leur état physique le plus stable à la température de la réaction. L'oxygène, elle est à l'état gazeux, à 298 K, et le carbone graphite, elle est solide. L'enthalpie mise en jeu dans cette réaction est l'enthalpie standard de formation d'une mole de la molécule CO2. Dans la deuxième réaction, on va former CO2 à partir des atomes de carbone et d'oxygène à l'état gazeux. Ils se forment monoatomiques. La stoichiométrie impose que l'on va utiliser un atome de carbone et deux atomes d'oxygène. L'enthalpie mise en jeu dans cette réaction est une enthalpie de liaison. Cette enthalpie sera égale à 2 fois l'enthalpie de la liaison CO ou bien 2 fois l'énergie de la liaison CO, parce que la molécule CO2 est formée par deux liaisons CO. On peut utiliser également les enthalpies de liaison ou les énergies de liaison pour déterminer l'enthalpie d'une réaction. On va considérer la réaction suivante dans laquelle le réactif A1 réagit avec le réactif A2 pour donner les produits A1' et A2'. L'enthalpie de cette réaction sera égale à la différence entre la somme des énergies de liaison formées dans le composé A1' multiplié par nu1'
et les énergies de liaison formées dans le composé A2' multiplié par le nu2', et la somme des énergies de liaison formées dans leur réactif, dans le composé A1 multiplié par nu1, et les énergies de liaison formées dans le composé A2 multiplié par nu2. De manière condensée, ce calcul sera donné par cette formule ou celle-là. On va voir dans la suite l'influence de la température sur l'enthalpie d'une réaction. Si on a une réaction qui est réalisée à une température T1, dont on connaît l'enthalpie à cette température, peut-on déterminer l'enthalpie de la même réaction à une température T2? Alors, s'il n'y a pas de changement de phase entre T1 et T2, un changement de phase comme la fusion, comme la vaporisation ou la sublimation, le cycle de S qui va nous permettre de déterminer cette enthalpie aura la forme suivante. Le cycle de S dont on vient de parler se présente ainsi. Ici, on représente la réaction qui a lieu à la température T1 et dont on connaît l'enthalpie ΔH0 T1. On représente ici la réaction à la température T2 pour laquelle on cherche à déterminer l'enthalpie ΔH0 T2. Pour fermer le cycle, on va faire une transformation entre les réactifs de la réaction à la température T1 vers les réactifs à la température T2 en fournissant une quantité de chaleur à pression constante qui est une enthalpie qu'on va appeler ΔH01. On va fournir de la même manière une quantité de chaleur à pression constante au niveau des produits pour aller de la température T1 à la température T2, c'est ΔH02. Le cycle maintenant est construit. Je vais choisir un sens positif pour pouvoir donner des signes aux différentes enthalpies. Donc lorsque la flèche qui représente la transformation est dans le même sens que le sens positif que j'ai choisi, je vais mettre plus. Si la flèche de la transformation va dans le sens contraire du sens positif que j'ai choisi, je vais mettre moins pour son enthalpie. Donc je vais partir de cet état comme étant un état initial. Je vais faire la première transformation, c'est la réaction qui se passe à T1. Ici, la flèche, elle va dans le même sens que le sens positif. Je vais écrire donc ΔH 0 T1. Alors, entre T1 et T2, au niveau des produits, la flèche de cette transformation va dans le même sens avec le sens positif. Donc je vais mettre plus ΔH02. Alors pour cette transformation, pour aller dans ce sens-là,
c'est le sens positif que j'ai choisi dans mon cycle, ce passage il est contraire à la flèche de la transformation. Donc je vais mettre moins delta H 0 T2. Et pour aller de cette étape à cette étape, je vais également dans le sens contraire du sens positif. Donc je vais mettre moins delta H0. Alors, j'ai fait une transformation cyclique. Je suis parti de cet état, j'ai fait toutes ces transformations-là, et je suis revenu au même état. L'enthalpie est une fonction d'état, donc sa variation dans un cycle est nulle. Parce que j'ai fait la transformation entre le même état. Donc cette somme, elle est égale à 0. Et comme ça, je vais tirer la valeur qui m'intéresse. C'est le delta H02. Delta H 0T2 plutôt, elle est égale à delta H0T1 plus delta H02 moins delta H01. Delta H01 et delta H02 sont les quantités de chaleur nécessaires pour porter respectivement les réactifs et les produits de T1 à T2. Les expressions de delta H01 et delta H02 sont données par les formules suivantes. Alors il s'agit de la somme pour delta H01 des capacités thermiques des réactifs A1 et A2. Et pour les produits, il s'agit des capacités thermiques de A1' et A2'. L'expression de delta H0T2 qu'on a déjà établie est delta H0T1 plus delta H02 moins delta H01. Alors lorsqu'on remplace delta H02 et delta H01 par leur expression, on trouve la formule suivante qu'on va écrire de manière condensée. Delta H0T2 que l'on cherche est égal à delta H0T1 dont on dispose plus l'intégrale entre T1 et T2 de delta Cp dt. Alors delta Cp, c'est la différence entre la somme des capacités thermiques au niveau des produits et des capacités thermiques au niveau des réactifs. Cette formule, c'est ce qu'on appelle la relation de Kirchhoff. Cette relation est valable, bien sûr, lorsqu'il n'y a pas de changement de phase entre T1 et T2. Dans le cas contraire, il faut tenir compte des chaleurs latentes des changements de phase ayant lieu entre les deux températures T1 et T2, c'est-à-dire que si on a par exemple une transformation
de changement de phase entre la température T1 et T2, supposons qu'il s'agit par exemple d'une fusion, il faut rajouter un terme qui sera l'enthalpie de fusion de l'un des composés. Par exemple, si le réactif 1 était dans l'état solide, et puis il va passer dans l'état liquide, il faut rajouter l'enthalpie de fusion du réactif A1. S'il s'agit d'une vaporisation, on va rajouter l'enthalpie de vaporisation de l'un des composants de la réaction.